mon objectif, effectivement, pour reprendre les termes de Stéphane, ça va être de vraiment parcourir les grandes lignes des technologies et du monde du big data pour essayer de vous faire, de vous proposer la capacité de projeter vos propres besoins et vos propres problématiques et enjeux métiers sur une solution technique qui, pour nous, a déjà apporté ses preuves et nous a permis de mettre en production des projets très concrets. Donc pour commencer, une définition très simple que vous aurez certainement tous et toutes lue sur les différents articles et bibliographies sur le sujet. Le big data, c'est un ensemble d'outils qui vont permettre de traiter des masses de données que les systèmes de gestion de données classiques ne sont pas en mesure de traiter. Alors ils ne vont pas, bien sûr, remplacer les bases de données classiques parce qu'elles viennent en complément répondre à des problématiques nouvelles et tout autres. C'est une chimère de se dire qu'on va avoir une super base de données qui est capable de traiter toutes les problématiques d'accès et de traitement de masse sur des données. Donc lorsqu'on va souhaiter aborder un projet Big Data, la problématique, ça va être d'abord d'identifier les différentes dimensions du système que l'on veut aborder. Donc ça, c'est un modèle qui est très répandu, que vous aurez certainement pu aussi lire si vous êtes documenté sur le sujet. Le modèle en 3V puis 5V. Les trois premiers qui concernent le volume. Donc le volume peut revêtir plusieurs aspects. Ça peut être un aspect très pragmatique qui est une capacité de stockage, physique de stockage, mais le volume peut être aussi représenté par une quantité importante d'enregistrement dans une base de données et éventuellement une autre dimension qui va être un peu plus orientée largeur, c'est-à-dire le nombre de données distinctes qu'on va vouloir historiser, stocker pour un enregistrement donné. Donc la deuxième partie, ça va être la variété. Effectivement, on est dans les systèmes classiques habitués à utiliser des bases de données très structurées. Et on va, grâce aux technologies du big data, essayer d'adresser des systèmes, des modèles de stockage qui seraient totalement hétérogènes et complètement isolés par nature. On va essayer de les faire travailler ensemble. On parlait de la conférence pour intituler « Faites parler vos données ». C'est bien le but d'essayer de regrouper l'ensemble des données d'un système d'information. La dimension de la vitesse peut être aussi représentée un point tout à fait important, car dans le cadre de systèmes big data qui vont être plutôt orientés sur l'Internet des objets ou sur l'exploitation de données de capteurs, la rapidité à laquelle les données sont produites et arrivent sur une plateforme vont nécessiter de mettre en œuvre des techniques spécifiques pour supporter en tout cas l'injection de la donnée, la consommation de la donnée et son utilisation future. Une autre dimension importante et qui aurait peut-être tendance à être négligée, voire traitée en parent pauvre, ce serait tout à fait une erreur de le négliger. Mais dans les faits, ça peut arriver, c'est d'essayer d'évaluer la véracité des données, c'est-à-dire la fiabilité, essayer de qualifier la fiabilité des données qui arrivent sur mon système et qui en ressortent. Tout cela, bien sûr, dans un but de valorisation. Sinon, le stockage brut d'informations massives n'a que très peu d'intérêt, dès lors qu'on ne souhaite pas en donner de la valeur. Donc, au niveau des valeurs que l'on peut dégager sur des systèmes big data, c'est de faire des croisements qui sont complètement inédits,
C'est-à-dire que des bases de données qui étaient complètement isolées, de faire parler, de corréler ces données-là pour produire des rapports ou des statistiques qui vont être consolidées, va permettre de projeter une vision beaucoup plus claire de l'ensemble d'un système d'information urbanisé, et donc va permettre de projeter de nouvelles analyses et d'essayer de mieux comprendre notre système d'information. On va être capable aussi, du coup, par des interprétations statistiques ou des algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle, essayer de projeter des analyses qui vont nous renseigner de manière automatisée sur le fonctionnement du système qu'on étudie. Alors le système, ça peut être un système industriel comme on le verra avec ArboSource, ou un système de gestion, un système finalement qui est l'humain, qui va être notre client. Donc la compréhension du client va nous amener à développer des nouveaux usages et des nouveaux services pour répondre au mieux et de manière plus individualisée à l'ensemble de clients. Pour ce faire, on va aussi pouvoir apporter de la valeur à nos données dès lors qu'on va être capable de les visualiser. En effet, l'image est plus souvent parlante que le texte, que les mots. Donc effectivement, d'essayer de présenter de manière totalement alternative et avec un visuel très probant, présenter des résultats et des agrégations de données, ça représente un enjeu majeur, en tout cas des issues du big data, des sorties du big data. Donc, on est en droit d'essayer de comprendre, en tout cas dans notre format, à quoi peut bien servir de stocker autant de données. Effectivement, le démarrage par un stockage tous azimuts peut paraître, dans certains cas, un peu superflu. Mais les technologies qu'on va utiliser et les besoins qu'on peut imaginer, les outils qu'on va essayer de mettre en œuvre ont besoin de ces données. À titre d'exemple, il va être important de stocker, enfin en tout cas de manipuler sur une plateforme Big Data des données qui soient le plus fines possible. À partir d'une donnée très unitaire et très fine, on peut plus facilement redégager par de nouveaux calculs une autre information qui va être complémentaire, voire apporter un nouveau sens à l'utilisation de nos données, qu'on ne pourrait pas, alors que l'inverse forcément ne sera pas possible, on ne pourra pas, à partir d'une donnée agrégée, revenir à la donnée fine. Donc dès lors qu'on s'affranchit des problématiques de volumétrie de données, on va essayer de stocker finalement, de rendre disponible le maximum d'informations unitaires pour pouvoir libérer l'usage a posteriori sur ces données. Un des points importants, donc, qui est souvent un bénéfice induit des technologies Big Data, donc c'est l'utilisation, la ressortie de ces données pour les modèles auto-apprenants et le machine learning, c'est qu'on va produire de manière industrialisée le maximum de données sur des calculs qui vont être totalement distribués, et on va essayer de prédire un comportement ou un risque de défaut ou quelque chose comme ça. On peut très bien imaginer qu'on souhaite prédire l'appétence de nos clients au sujet du big data. Pour ça, si on construit notre jeu d'apprentissage sur des données, sur un faible jeu de données, ben on va effectivement avoir le biais d'échantillons non représentatifs. Par exemple, dans les participants de la conférence, vous avez déjà 2 Laurent. Donc si vous dites j'analyse l'appétence au sujet du big data sur le prénom, ce qui en soi paraît farfelu,
On va considérer que dès l'instant qu'il y a un Laurent qui va se présenter, on va le dire qu'il est appétent Big Data, et si ce n'est pas le cas, il ne le sera pas. On se rend bien compte ici que c'est le volume qui va faire que le modèle sera de plus en plus pertinent. Le deuxième enjeu qu'on va servir sur une plateforme Big Data, c'est d'essayer de réduire le temps de traitement et de mise à disposition de ces données. En effet, sur des cycles classiques et les outils qu'on utilise de manière standard, par exemple dans le monde décisionnel, on va pouvoir retrouver des problématiques de temps de calcul et de mise à disposition de la donnée pour de l'exploitation. Donc là, on va essayer d'avoir des plateformes qui soient plus optimales, avec des traitements industrialisés, qui vont permettre de produire et mettre à disposition la donnée plus rapidement, ce qui va permettre à des équipes ou à des outils industrialisés de passer plus de temps à contrôler les données et à contrôler le résultat du système pour déjà implémenter la dimension de véracité des données et surtout leur libérer du temps aussi pour essayer de construire et d'agrémenter leur plateforme de données, leur environnement de données de nouveaux indicateurs qui seraient soit plus pertinents, soit qui vont permettre de donner des informations supplémentaires et développer encore de nouveaux usages. Hadoop, pour faire simple, c'est 2 briques logicielles. C'est une première brique qui permet de faire du stockage de fichiers sur un système distribué. Donc ça va permettre d'atteindre des capacités de stockage qui sont quasiment illimitées. La deuxième brique, c'est un modèle de programmation ou d'exécution qui va permettre d'exécuter des tâches massivement parallèles sur ces données distribuées. Donc le fait de paralléliser les traitements ou de répartir les traitements sur un ensemble de ressources va permettre d'accélérer d'autant le temps et de diminuer le temps de traitement de nos analyses. Pardon. Donc tout ça s'exécute sur une plateforme qui se veut par construction résiliente. Alors, se veut résiliente, la résilience, c'est la capacité à tolérer et à gérer la panne. Dès l'instant qu'on fonctionne sur des ressources distribuées, on admet qu'une panne réseau peut arriver, un disque dur peut cracher, un serveur peut planter. Pour autant, on veut maintenir la mise à disposition de l'ensemble de nos données et faire en sorte que nos traitements puissent quand même se rééquilibrer sur la ressource disponible. Et donc ces fonctionnalités-là sont prises en charge nativement et d'une manière très pertinente par la plateforme Hadoop. Donc c'est quelque chose qui est complètement indépendant des développeurs et des utilisateurs de la plateforme. C'est vraiment une propriété de ce socle applicatif. Donc on voit ici que sur Hadoop, on peut avoir des objectifs qui sont très hauts en termes de capacité de stockage, de capacité de traitement. Pour autant, à un instant T, notre besoin en tant qu'utilisateur final peut être beaucoup plus limité. Par contre, on ne s'interdit pas effectivement de pouvoir absorber une montée en puissance, que ce soit en termes de volume de traitement ou en termes de volume de stockage de données. Du coup, la plateforme basée sur une architecture en mode cluster. Donc un cluster, c'est un ensemble de machines qui sont capables de collaborer les unes avec les autres et de s'échanger des données et des traitements, de séquencer des traitements pour produire
le résultat attendu. Donc cette architecture en mode cluster a un avantage qui est décisif, en tout cas sur l'adoption de cette plateforme Hadoop, c'est la scalabilité. Donc la scalabilité, ça va être la capacité qu'aura notre plateforme à se mettre facilement à l'échelle de nos traitements et de nos données. Donc on va effectivement être capable d'ajouter de la ressource de manière complètement transparente dès lors que le besoin s'en fait sentir pour accélérer un petit peu le temps de traitement ou augmenter la capacité de stockage de la plateforme. Autre point non négligeable, donc nous en tant que SN et dans les métiers également présents dans les métiers de l'hébergement, on a quand même une réflexion qui nous dit c'est des investissements, il y a un ticket d'entrée, il y a un coût d'accès à la technologie, et ce coût d'accès, on va essayer de le proposer une plateforme qui le mutualise sur plusieurs clients pour faire en sorte que finalement chacun de nos clients puisse bénéficier d'une puissance de calcul beaucoup plus élevée que si elle investissait sur une ressource propre, dédiée, et du coup va pouvoir profiter de temps de traitement qui seront beaucoup plus confortables pour son activité, et tout en libérant finalement du temps de traitement sur une plateforme mutualisée pour d'autres clients. Pour bien présenter le bénéfice de la mutualisation, tout seul avec un seul serveur, dans certains cas on va être totalement incapable de faire les croisements de données qu'on souhaite faire. Donc si on a 10 clients qui sont incapables de faire qui ne sont pas dans la mesure de traiter chacun individuellement de son côté de manipuler leurs données, sur une plateforme mutualisée, on pourrait imaginer que en allumant chacun une tranche de temps et en mutualisant ses serveurs, chacun va être capable en un temps tout à fait correct, déjà va pouvoir réaliser ces traitements et surtout va avoir des traitements qui seront plus ou moins rapides et donc qui vont permettre de passer au client suivant. Et la problématique devient plus une problématique d'ordonnancement que de réelle capacité de traitement. Donc voyons maintenant comment on peut essayer d'intégrer une plateforme Big Data dans un système d'information, dans vos systèmes d'information ou dans le nôtre en mode SaaS. Là vous avez un état des lieux très simple qui dit que le modèle classique, c'est des applications et des bases de données qui s'échangent des informations. Et on a effectivement potentiellement plusieurs bases de données qui chacune adresse un métier différent. Et dès lors qu'on va souhaiter croiser ces données, on va rencontrer des difficultés. Dès lors qu'on va souhaiter faire croître le volume des données, on a potentiellement un risque de contention parce qu'on est sur des ressources qui sont très spécifiques et on aura la difficulté, probablement une difficulté à permettre le stockage beaucoup plus massif. Ensuite, de nouvelles sources de données arrivent sur les systèmes d'information et qu'on veut pouvoir aussi traiter. Donc dans ces applications classiques, qui sont par essence très structurées et très normées, on aura du mal à faire rentrer par exemple des données issues des réseaux sociaux, des données issues des logs applicatifs, etc. Donc il va falloir mettre en place, alors on propose en tout cas avec la technologie Hadoop, de mettre en place une plateforme dédiée au stockage et au traitement massif des données, qui vient à côté des applicatifs classiques
pour bénéficier d'une puissance de calcul très importante et produire finalement de la donnée à destination des utilisateurs, soit via par le biais des applications classiques, donc on va pouvoir faire ressortir des données sur des bases de données et du coup optimiser et améliorer les temps d'affichage des applications standards. Et surtout, on va pouvoir aussi, par le biais de certaines technologies, libérer un peu de nouveaux accès et de nouvelles applications sur ce socle de données qui est vraiment qui devient un peu une mine d'or pour des profils, pour des data scientists, pour des analyseurs, des fonctionnels métiers qui veulent comprendre le fonctionnement de la clientèle. Donc on a adressé les métiers du marketing, on en parlera un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment une plateforme assez puissante qui va permettre de servir des enjeux métiers à terme qui sont très intéressants. Donc pour finir, je tenais à vous présenter ici une petite historique des projets qu'on a menés. Alors on a pu entendre ça et là des articles qui sortent qui disent que le big data c'est bien mais ça marche pas. Il y en a qui y sont allés, ils se sont plantés, les projets partent pas en production. L'ensemble des projets qu'on a menés en tout cas dans le cadre de la collaboration avec Arkea sont à 100% en production. Donc tous les projets que vous avez en bleu ici sont des projets qui ont été menés au bout, qui sont en production et qui sont pour la plupart en exploitation depuis un peu plus d'un an, voire deux pour les premiers.